Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Content de vous retrouver après l'émission qui avait été présentée par notre camarade pour le dernier numéro d'Éléments. On fait toujours un peu de publicité sur le Qui était Jésus, qui est en kiosque actuellement. Je me retrouve aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour François. Nicolas Gauthier, rédacteur au Boulevard Voltaire et bien sûr la revue Éléments. On a la chance d'avoir aujourd'hui Olivier François, rédacteur et célèbre animateur du Plus d'Éléments. Et un petit nouveau, le plaisir d'avoir pour la première fois Émeric Siengranger, notre spécialiste de Céline à la revue Éléments et le directeur de la collection de la Nouvelle Librairie du côté de Céline. Le prochain titre, Émeric, pour la collection ? Céline à fleur de peau, de Serge Cadoni. Très bien, parfait. C'est bon, François ? C'est calé. Ah ouais. Ok. Cette fois-ci, nous allons revenir sur un numéro qui a fait date en 85. Je vous le montre, attention, c'était un numéro d'Éléments sur les Arabes, avec un S à la fin. Et si on prend le sommaire et les auteurs, je pense que certains vont aujourd'hui faire un malaise, parce que ça commence par une alliance euro-arabe par Guillaume Faye. Les clichés, on la vie dure, entretien avec Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, un journaliste du Monde, à l'époque où Le Monde et Éléments se portaient assez bien, on collaborait ensemble. Quand l'arabe était le diable par Pierre Vial, et on avait Ce que l'Europe doit aux Arabes par Siegfried Hunk, et Pourquoi j'ai choisi l'islam par Claudio Muti, pour vous montrer que quand même ce numéro était plutôt pro-arabe. Alors, François, trêve de plaisanterie, ce numéro est effectivement présenté un monde arabe qui était le monde arabe de l'extérieur et non le monde arabe qu'on pouvait connaître en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Arabes, ils ont un peu disparu, j'ai l'impression. On parlait aussi des Maghrébins, ils ont disparu. Aujourd'hui, on parle des musulmans et on parle de l'islam. Oui, exact. Sur le numéro d'Éléments, une petite incise sur ce numéro-là. C'est une période, les années 70-80, mais là c'est mieux les années 80. En gros, c'est la dernière couve sur les Arabes, puisqu'après ce sera des couves sur les musulmans, par la presse en général. Il y a également Benoît Méchain, et il y a une fascination au XXe, quoi qu'il arrive, pour le monde arabe, depuis Lyoté jusqu'à Benoît Méchain en réalité, au niveau des droites, et voire même des droites radicales, puisque vous citiez Pierre Vial, Guillaume Faye, mais il y avait également Duprat, qui est un des fondateurs du Front National, avec Jean-Marie Le Pen. Ce qui a changé, je crois qu'il y a eu une méprise de la part des Européens sur la question arabe. En réalité, c'est une toute petite fenêtre historique. Ça a duré 20 ans. On a parlé pendant 20 ans des Arabes. Au temps de l'Algérie, on parlait des Français musulmans d'Algérie. C'était pas des Algériens, c'était pas les Arabes, c'était les Français musulmans d'Algérie. On parle en gros depuis les croisades, depuis Al-Andalouse, des musulmans. Alors évidemment sous d'autres termes, c'est-à-dire c'était les Maures, c'était les Sarrasins. On a parlé des enturbanés, on parlait des Mahométans au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc sur le long fil de l'histoire, c'est quand même le terme musulman qui l'a emporté sur la notion d'arabe. Ce qui a changé, beaucoup de choses. Le regroupement familial, là j'élargis la focale, le regroupement familial de fait a changé complètement la perception que nous pouvions nous faire de l'immigré, du travailleur immigré, parce que c'était des garçons. C'était plutôt des fantômes sociaux qui étaient relégués dans certains quartiers, périphérie lyonnaise, Goutte d'Or, Nanterre, avec les bidonvilles. Le regroupement familial va complètement changer la donne des années 76. Ce qui va aussi changer la donne, c'est l'importation en Europe des conflits propres au monde musulman. C'est-à-dire que tous les grands leaders, en particulier les frères musulmans, je pense à Saïd Ramadan, qui doit être le père ou l'oncle de Tariq, arrive en Suisse dans les années 70. Donc il importe avec lui toute l'opposition islamiste au nationalisme arabe. Et moi je pense plus fondamentalement, alors c'est peut-être qu'il y aura sûrement débat, moi je pense plus fondamentalement que on ne peut pas distinguer le monde arabe du monde musulman. On ne peut pas s'octroyer ce luxe-là. C'est un bon musulman pense qu'un arabe qui n'est pas musulman n'est pas un bon arabe, n'est pas un bon musulman. C'est le premier point. Moi, j'ai toujours en tête un livre génial d'un auteur marocain de langue française qui s'appelle Driss Shraibi, que les téléspectateurs connaissent peut-être, parce que c'est lui qui a inventé le grand inspecteur, le grand polar arabe, c'est l'inspecteur Ali. Il a écrit un roman génialissime qui s'appelle Le passé simple, 1950 en gros, sur ce qu'a été l'islam dans l'univers précolonial.
Et on se rend compte que il n'y a pas de distinction entre le monde arabe et l'islam, hein, que ça n'est même pas du sable, hein, c'est un bloc de pierre comme la pierre noire de la Mecque. Hein. C'est là, c'est immuable, hein, c'est intouchable. On peut pas, moi je crois qu'on peut pas dissocier. On a voulu dissocier sur une illusion des jeunes Turcs, d'Atatürk, hein, parce qu'ils étaient très français. En fait, ils avaient été francisés. On a voulu se payer de mots avec le nationalisme arabe, hein, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Hein, c'est-à-dire une vision laïque, hein, laïciste, hein, d'un islam sécularisé. Or, l'islam ne s'est jamais sécularisé. Me semble-t-il. Ce que tu dis, François, moi, ça m'intéresse parce qu'il se trouve que quand j'avais 20 ans, j'étais un lecteur de Jean Genet et de Dominique de Roux et de ce merveilleux livre de Jean Genet qui est Le Captif amoureux, où Jean Genet raconte notamment tout son compagnonnage avec les Palestiniens, avec des gens comme Georges Habash, le FPLP, etc. C'est très sympathique, très romantique. Quand on interroge après, évidemment, l'histoire, d'abord il y a une ambiguïté. Le nationalisme arabe est en effet en partie fondé par des chrétiens, mais très vite il est rappelé à la nature islamique, malheureusement, en tout cas, qui est devenu islamique de l'Orient. On a fantasmé beaucoup, par exemple, sur l'Irak de Saddam Hussein, à juste titre, c'était le moindre mal face à un certain islamisme frériste. Enfin, dans l'Irak de Saddam Hussein, par exemple, la conversion d'un musulman au christianisme était impossible. Les chrétiens étaient malgré tout soumis à une forme de limitude. Ensuite de ça, pour revenir au numéro, je pense que c'était intéressant, on est dans les années 80, et au sein de la Nouvelle Droite, à juste titre, encore une fois, je ne renie pas du tout cet aspect tertiairiste de la Nouvelle Droite, mais on fantasmait un nationalisme arabe comme une troisième voie, avec, en plus, on observait ça de manière très idéologique, et sur le papier, en effet, c'est une troisième voie. Dans la réalité, le nationalisme arabe, d'abord, a servi à un certain nombre d'intérêts communautaires. Hafez el-Assad n'est pas un grand nationaliste arabe, un ange blanc et un chevalier du nationalisme arabe. C'est avant tout quelqu'un qui a défendu la communauté alaouite. D'ailleurs, au moment de la deuxième guerre du Golfe, il prend parti pour les Occidentaux. Il est contre Saddam Hussein. Pour des querelles, on ne va pas faire une histoire du nationalisme arabe. Ensuite de ça, j'aimerais avoir une perspective historique, ce qui est une grande tristesse aujourd'hui. Comment se fait-il que l'Orient, qui a produit, à l'époque d'ailleurs du nationalisme arabe, des gens aussi merveilleux, aussi respectables, aussi admirables que Naguib Mahfouz, Kalsoum, Mohamed Darwish pour les Palestiniens, aujourd'hui n'est plus capable de produire ces gens, de produire ce type d'artistes. Ou Youssef Chahine, en ce moment j'ai vu quelques films de Youssef Chahine, c'est évidemment, à l'évidence, un grand cinéaste. Et aujourd'hui, ces gens-là seraient persécutés en Égypte. Un Youssef Chahine, aujourd'hui, ne pourrait plus réaliser les films qu'il a réalisés dans les années 50-60, avec évidemment la tolérance nassérienne. Je ne remets pas en cause les aspects positifs du nationalisme arabe. Mais de fait, ce nationalisme arabe a déchu à la fois par ses contradictions entre l'islam et la possibilité d'importer un nationalisme laïque en terre d'Orient, et puis par la naissance de cet islamisme dont on voit d'ailleurs les conséquences autant en Orient qu'en Occident. Nicolas Gauthier, vous êtes un peu notre ancien, vous avez connu la grande époque du nationalisme arabe. C'était une époque, effectivement, comme le disait Olivier, où on parlait d'une troisième voie. Et dans l'introduction du dossier d'éléments, je ne sais pas qui ça doit être... je sais pas, le rédacteur en chef, qui disait « Les Arabes, si l'Europe veut se libérer de la domination américaine et soviétique et constituer dans le monde une grande puissance indépendante, elle doit savoir choisir ses alliés. Avec le monde arabe qui se trouve dans une situation géopolitique équivalente, elle pourrait constituer un axe susceptible de briser le condominium instauré à Yalta. » C'est vrai qu'à l'époque, il y a ce nationalisme arabe, on en parlait, on parlait de Nasser, de Kadhafi, d'Arafat, qui représentait les Palestiniens. Époque où, chez les Palestiniens, à l'OLP, il y avait beaucoup de chrétiens arabes. Le parti basse était aussi à la manœuvre, mais pas la religion. Alors, ce qui se passe, on va faire un petit bond en arrière, tout ça va être théorisé, ce qu'on appelle la Narda. C'est après le monde arabe se débarrasse de la tutelle ottomane, elle aussi musulmane, pour tomber sous la domination anglo-française. Et la Narda, ça signifie la Renaissance. Là, il y a trois options qui se dégagent. Il y a l'option, baasiste, qui est théorisée par Michel Aflaq. Lui est un chrétien, le théoricien du Baas, qui va mettre l'accent sur l'arabité, ce qui lui permettra, c'est dans les non-dits, mais d'esquiver la question religieuse. Il y a cette position-là. Il y a la voie qui va donner le salafisme. Donc c'est les wahhabites qui pensent que il n'y a rien en dehors du Coran, que le Coran est en même temps code civil, constitution, ce qui va donner l'Arabie Saoudite. Et la troisième voie, elle est frériste, c'est que eux
Hassan al-Banna veut un retour aux fondamentaux religieux, mais allié à la modernité technologique occidentale, parce qu'il considère le retard artistique, technologique des Arabes ont été la cause de tous leurs maux. Les frères musulmans vont dire que c'est le Coran plus l'électricité ou la 5G aujourd'hui, quoi. Et ces trois tendances vont passer leur temps à s'affronter. Les frères musulmans étant généralement persécutés par des régimes laïques, mais aussi par les régimes salafistes. C'est ce qu'on voit en Égypte, où le président laïque, qui ne veut pas dire grand-chose dans ce monde-là, est soutenu par les salafistes, parce que l'Arabie saoudite signe des chèques, et les frères musulmans sont en prison. Donc, le premier président élu démocratiquement, Mohamed Morsi, est un frère musulman. Il a pu présider quelques mois, on l'a mis en prison, quoi. Donc, tout ça pour dire, effectivement, quand on voit un bloc dans l'islam ou un bloc dans le monde arabe, on se berce d'illusions. La guerre avec Al-Qaïda, c'est une guerre civile interreligieuse, parce que nous, on a eu nos guerres de religion, ce sont des chiites contre des sunnites. Le slogan d'Al-Qaïda, c'est les chrétiens à Beyrouth, les chiites dans la tombe. Et quant au monde arabe, c'est une fumisterie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est d'être arabophones. Et encore, l'arabe que parle un Égyptien, un Algérien ne le comprend pas. C'est ce qu'avait remarqué De Gaulle. La Ligue arabe aujourd'hui, c'est l'équivalent de la francophonie. Il y a des Mauritaniens qui ne sont pas arabes. Et les seuls véritables arabes, c'est l'Arabie saoudite et un peu en Irak. Les autres sont des berbères. Les Syriens, les Tunisiens sont des enfants de Carthage. Les Libanais, des enfants de Phénicie. Donc c'est pour ça, effectivement, que je pense qu'on s'est bercé d'illusions sur les deux sujets. Et les nationalistes arabes, là, c'est une parenthèse qui se referme. En Arabie saoudite, ils commencent à reconsidérer le wahhabisme, qui est la doctrine religieuse d'État, en se rendant bien compte que le Coran ne dit rien sur la conquête de l'espace, les nanotechnologies ou le coronavirus. Donc c'est pour ça, effectivement, quand on dit oui, les Arabes, ça veut rien dire. Alors ça, dire l'islam est un bloc, si l'Oumma était un bloc, les musulmans ne seraient pas battus entre eux, mais comme les chrétiens ont pu se battre aussi entre eux, quoi. Et pour autant, les chrétiens sont en bloc, et l'islam en est un, en particulier dans la diaspora. Vous n'avez pas le sentiment, Nicolas, que ça offre un champ d'une nature tout à fait différente d'être musulman en Europe, hein. C'est comme les Africains, là je parle des peuples africains d'Afrique noire, subsaharienne et d'Afrique noire, hein. Ils deviennent africains en arrivant en Europe. C'est la diaspora qui leur fait prendre un sentiment communautaire très fort. Tout à fait, mais toujours en tête ce que disait Naipaul, hein. Naipaul qui est d'origine indienne, hein, pas musulmane, mais qui est devenu un écrivain victorien du XXe siècle, au fond, paradoxalement, et qui a épousé la vision du monde européenne, hein. Alors qu'il est de peau, c'est un hindou né aux Antilles, hein, et s'est beaucoup intéressé au peuple musulman non arabe, hein, en particulier dans la péninsule asiatique. Hein. Oui, parce que là, excusez-moi, juste une petite parenthèse, quand on dit arabe égale islam, là aussi, on est à côté de la plaque. Le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Oui, et les deux... C'est ce que je voulais vous dire, Nicolas. Pardon. C'est qu'à ce compte-là, il n'y a pas d'Europe. Hein. À ce compte-là, il n'y a pas d'Amérique. Hein. À ce compte-là, il n'y a pas d'islam, en effet. Il n'y a pas d'art à l'islam. Hein. Ce que disait Naipaul, ce qui le fascinait, c'est que non seulement chez les peuples convertis, en l'occurrence le Pakistan, la Malaisie, une partie de l'Inde, hein, le Bangladesh, hein, l'Indonésie, ce qui le frappait, qui sont les pays majoritairement musulmans, qui sont les plus grands pour l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, hein, peut-être suivi par le Pakistan. Et ce qui le frappait, c'est que non seulement dans ces peuples convertis, ils étaient devenus musulmans, mais il y avait une fascination pour l'arabité. Et ce qui le frappait, c'était la servilité au pèlerinage de la Mecque, hein, des Malais, des Bangladis, des Pakistanais, qui voyaient les Arabes pour la première fois. C'est la langue sacrée, c'est la langue du texte, hein, et il y avait une obséquiosité de leur part, hein. Moi, je suis frappé également dans le phénomène des conversions, parce que à la conversion à l'islam, il y a également un désir d'arabité. C'est-à-dire qu'on adopte, Ribéry est fascinant à cet égard, hein, on adopte les mœurs des Arabes, pas seulement du Coran. Moi, je veux bien que... C'était le mot de Sonia Bouzard, Monsieur Islam n'existe pas. Non seulement il n'existe pas ici, mais il n'existe pas là-bas. Oui, je veux bien, mais à ce compte-là, je le redis, Monsieur Europe n'existe pas. Non, mais là, je suis d'accord avec vous. Il n'existe pas de peuple arabe, mais je pense qu'il n'existe pas de peuple européen.
il y a une culture européenne, Voilà. mais Il y a une civilisation. mais qui est très diverse, que de l'Islande au Portugal, même d'un point de vue civilisationnel, il y a quand même, on n'est pas tout à fait dans les mêmes contrées, quoi. Et juste pour finir une chose en 2 phrases, c'est que les 2 pays en Orient musulmans qui tiennent la route, c'est-à-dire dont la politique n'est pas dictée par Washington, par d'autres, c'est la Turquie et l'Iran, 2 pays qui ne sont pas arabes. Oui, Il y a un peu la Jordanie, d'ailleurs, à certains égards, dans sa politique sur l'islamisme, en tout cas. Oui, enfin, la Jordanie, c'est les États-Unis qui payent les notes de gaz. Justement, Nicolas, comme en Égypte. Quand l'Europe ou l'Occident parle de l'islam dans ces années-là, c'est-à-dire que là on est en 85, mais même dans le début des années 70, etc., le danger islamique, il vient de l'Iran pour l'Europe. Oui. Il vient de Khomeini. Donc, alors que ce sont les Iraniens n'ont jamais, et il n'y a jamais eu beaucoup d'Iraniens en Europe qui se sont installés. C'est une religion en fait qui. Et le chiisme, c'est à peine, c'est 20% des musulmans. C'est 20% des musulmans, et c'est eux qu'on considère comme le danger de l'islam, et non en fait l'islam. Ouais. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Patrick, justement, ce qui me semble, il y a une convergence malgré tout entre nationalisme arabe et islamisme, même si les choses sont évidemment complexes, priorité ennemie, c'est la volonté, malgré tout, d'épuiser la réalité complexe et diverse du Moyen-Orient. Il y a, par exemple, chez les nationalistes arabes, comme chez un certain nombre d'islamistes, une volonté, au fond, d'avoir une vision unique. L'arabe, ça doit être ça. Oui. Ça doit être l'arabe en uniforme vert olive, comme Saddam Hussein, ou l'arabe islamique en camis. Alors que l'Orient, je reviens au film de Youssef Chahine, moi, quand j'ai revu récemment, j'en parlais à Patrick, le merveilleux film Caire, gare centrale, on voit dans les rues du Caire à l'époque, on est au début de Nasser, parce que je crois que le film est de 57, à la fois des Juifs, des Grecs, des Arméniens, des musulmans pas trop pratiquants et des musulmans en camis. Ouais. Et malgré tout, quelques années après, on n'a plus, au fond, quelques années après, on n'a plus que des musulmans en camis ou des hommes en uniforme avec des moustaches. Mais que se passe-t-il dans un univers mondialisé où toutes les cultures musulmanes enracinées, et il y en a eu au Maroc, tout à fait différentes de celles de la Tunisie, tout à fait différentes de celles de la péninsule arabique, tout à fait différentes de celles du Pakistan. Donc on avait des cultures enracinées dans un contexte mondialisé avec un islam 2.0. En tout cas, moi, quand je vois les musulmans européens, de fait, ils sont acculturés. Ils relèvent des analyses d'Olivier Roy. La thèse d'Olivier Roy, c'est ce qu'il appelle la sainte ignorance. Hein. C'est qu'on est d'autant plus musulmans qu'on a oublié l'islam historique. Hein. Et c'est ça le cœur du salafisme. Le salafisme, le cœur est là dans le salafisme. Le salafisme, on revient, c'est comme les protestants en fait. Les protestants, c'était la sola scriptura, l'écriture seule. Donc on revient au Coran seul, hein, qui est un bloc, un monolithe, hein, comme la pierre noire de la Mecque, qui dit tout. Ce qu'on doit faire, comment on doit aller aux toilettes, comment on doit s'habiller, comment on doit coucher, comment on doit un art de la conjugalité, etc. Et c'est cet islam-là qui est en train, en tout cas dans les pays occidentaux, alors certes perdure un islam dit consulaire, turc, marocain, algérien, mais quand moi j'observe ou quand je lis des papiers ou des reportages sur les jeunes générations, ce sont des zombies de la foi. Tout à fait. Et ils ont une vision assez monolithique, assez unitaire. La première explication, c'est que si le wahhabisme ou le salafisme s'est répandu, c'est parce qu'il y a des pétrodollars derrière. Comme les Américains, avec leur dollar à eux, financent l'évangélisme, qui était un catholicisme réduit vraiment aux athées, où il y a 3-4 trucs. Et le salafisme marche très bien parce que il offre une rédemption immédiate. Pourquoi il se plaque sur un nombre de voyous? Il dit, malgré toutes tes bêtises, il y a un côté très exotique. Avant, dans une cité où le voyou se déguise, se voit en rappeur new-yorkais, et là, il se voit en prince saoudien, quoi. Oui, avec les Reebok quand même, les Nike au pied, parfois. Parce que et là, ça mêle. Mais on s'achète une panoplie de musulmans. On vous dit que vous êtes les meilleurs, que les autres sont des mécréants. Bah, pour quelqu'un qui a une vie de merde, tout d'un coup, il bombe le torse, il redresse sa tête. Alors justement, Nicolas, est-ce qu'on n'est pas, et je rebondis sur ce que disait François, sur effectivement le protestantisme, l'Occident n'est-il pas, je parle de l'Occident, pas de l'Europe, l'Occident n'est pas un peu responsable, ou plutôt l'Amérique, elle a joué souvent le jeu dangereux de choisir l'islam vis-à-vis du communisme, hein, on l'a vu en Afghanistan, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, et l'actualité nous ramène à ça. Son principal allié, Israël, a joué la carte du Hamas à l'époque,
contre le Fatah de Rafat. C'est-à-dire qu'on joue le religieux contre la partie laïque. Ce qui est un calcul à court terme, parce que ce que certains disent, c'est que les Américains aujourd'hui jouent cette carte-là avec certaines personnes en France contre la laïcité française. Tout à fait. De toute façon, si vous voulez me faire dire qu'il n'y a pas une connerie que les Américains aient manqué... C'est officiel. À propos des rapports entre Américains et Islam, l'Amérique sous Obama, et je crois que ça va continuer maintenant sous Biden, a organisé une grande fête du Ramadan à l'ambassade américaine. Et même Le Monde en parle, Le Monde qui n'est pourtant pas à la pointe du combat contre je ne sais quelle islamisation. Enfin, Le Monde a consacré un article sur les grandes fêtes, où d'ailleurs on voyait Rokhaya Diallo, je crois des représentants de telle association musulmane, pour célébrer avec l'ambassadeur des États-Unis en France le Ramadan. Mais chez ces gens-là, il y a une double fascination, celle d'un islam mythifié, pur, à la salafiste, et puis aussi le mirage américain, quoi. François, pour la France et les jeunes maghrébins qui sont en France, pour l'anecdote, j'avais rencontré une personne dans les années quand Arafat est venu en France, invité par François Mitterrand, j'avais rencontré quelqu'un de l'OLP qui fait, vous savez, nous à l'OLP, on sait faire la différence entre les Arabes et les Maghrébins. Pour vous montrer quand même qu'il y avait une sorte de mépris du peuple du Maghreb chez les Palestiniens. Il y a une sorte d'admiration, il y a une époque, les jeunes pouvaient être admiratifs des chefs du FLN ou les anciens responsables du tiers-monde, je pense au Tché, à Nasser ou à Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est le djihad qui les fait rêver. Cette jeunesse, elle j'ai envie de caricaturer, mais elle rêve du djihad comme ces jeunes Européens rêvent de 300. C'est leur culture aujourd'hui, l'islam. Oui, puis c'est un islam, comme évoqué précédemment, c'est un islam qui n'est plus historique, qui n'a plus de dimension théologique, on est vraiment dans le cœur du texte, donc c'est un islam très simplifié. Oui, alors il y a une fascination pour ces formes de virilité. Peut-être qu'en effet c'est un antidote pour elle. Moi, il y a un point en fait, pour le cœur, pour moi, me semble-t-il, du problème, c'est que nous sommes rentrés, nous Européens, plus largement nous Occidentaux, même aux États-Unis, dans des sociétés qui sont de plus en plus sécularisées, où Dieu s'éloigne, où les dieux s'éloignent. Donc on ne sait plus ce que c'est que la question religieuse, on ne sait plus ce que c'est que le sacré. Donc on se heurte à quelque chose, à un fond du refus. Il ne s'agit pas, comme le dit Buisson, de reprocher aux musulmans d'aller à la mosquée. Il s'agit plutôt de demander aux Européens pourquoi ils ne prient plus leur Dieu, au pluriel et au singulier. C'est parce que la foi nous a désertés qu'on se heurte à quelque chose qui est pour nous totalement énigmatique. C'est une énigme en plus qui est muette pour nous, puisqu'on n'a pas de réponse à lui donner. Sur la question que vous posiez, sur la... Il faut bien que jeunesse se passe, et puis après il y a des mythes mobilisateurs. De fait, le djihad en est un, et c'est plus le nationalisme arabe aujourd'hui. Mais je le redis, c'est un djihad pour les nuls. Il y a une chose, Gilles Kepel a beaucoup écrit sur le sujet, et lui voit dans ce phénomène, ça s'est vu avec Al-Qaïda, où on est vraiment arrivé à un djihadisme gore. Lui estime que c'est la queue de comète. Et on parlait tout à l'heure des Américains, il y a au moins une chose à mettre au crédit de Donald Trump, c'est qu'il a tordu le bras du du prince régnant Ben Salman en Arabie Saoudite pour lui exiger qu'il arrête de financer le wahhabisme. Et semble-t-il, à ce que je lis, les Saoudiens commencent à changer leur fusil d'épaule, pas pour tenir leurs promesses, mais parce que eux sont aussi les premiers menacés par les djihadistes. Parce que un vrai musulman wahhabite, quand il voit comment vivent la famille régnante là-bas, oui, c'est de la graine de mécréant, quoi. L'imaginaire du prince saoudien en vacances, c'est les caisses de whisky et les prostituées ou les films porno, quoi. Comment vous y allez, là? Pour autant, j'ai un ami qui était chauffeur pour saoudien, et pourtant, c'est pas un père de la pudeur, il n'avait jamais vu ça, quoi. Ouais, pour autant, il y a un islam de marché, mais c'est pas le sujet. Mais moi, je voudrais pas qu'on renverse les causes et les conséquences. C'est pas nous qui avons transformé les Arabes en musulmans, ce sont les Arabes qui se sont transformés en musulmans. C'est les années 80, en tout cas en France, dans le cas français, mais qui est assez symptomatique du cas européen. Je pense que ça vaut en partie pour la Belgique. C'est que tout d'un coup, avec le regroupement familial, vous avez des familles, il y a un islam qui demande à s'institutionnaliser. Il y a un islam qui demande à avoir des mosquées qui s'affichent en tant que telles. C'était pas le cas 20 ans plus tôt. Les gauchistes ont tendance à dire que c'est une islamisation du regard.
Donc, sous-entendu, nous, Européens, nous avons islamisé des populations arabes, ou en tout cas maghrébines. Non, ça n'est pas le cas, ce sont d'elles-mêmes. À propos du regard, juste une petite incise, je le cite souvent, la photo de la marche des beurs. Premier rang, il y a des femmes, des hommes. Aucune femme n'est voilée. Des jeunes filles, plutôt assez mignonnes d'ailleurs, avec des petits kéfiers palestiniens, mais elles ne sont pas particulièrement voilées. Je pense qu'à l'époque, leur grand homme, c'est peut-être Nasser, un peu Arafat, mais aucun voile. Il n'y a pas d'exhibition de signe islamique. Aujourd'hui, regardez la marche contre l'islamophobie, où ont participé notamment un nombre de représentants de la gauche institutionnelle ou de l'extrême gauche institutionnelle, il y avait que des foulards. Il n'y avait pas de... Je pourrais si on va terminer, citer, parce que le numéro que vous pouvez trouver simplement en PDF sur le site d'Éléments, je fais un peu de pub, il est plus en vente. Celui qui a eu le nez, ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est Jean-Pierre Perroncel-Hugos, qui était journaliste au Monde et qui explique simplement, je vous lis ça, vous allez voir qu'en 85, il savait exactement ce qui se passait. Ils vous diront que depuis quelques années, des barbus en robe blanche venus du Maghreb ou de Macrec, le macrébologue aixois Bruno Etienne les a baptisés pèlerins prêcheurs, passent chez eux et tout en demandant l'aumône pour construire des maisons de Dieu, recommandent aux filles de sortir le moins possible, de se couvrir les cheveux quand elles sortent, de ne jamais porter de pantalon, d'éviter de parler aux garçons et à ceux de faire des 5 prières, de jeûner au ramadan, de se mêler le moins possible aux kafirs, les mécréants, c'est-à-dire vous et moi. C'est ce que je n'hésiterai pas à qualifier de racisme islamique. Je me fiche qu'il soit à la base religieuse, argument que les musulmans même modérés utilisent souvent pour l'excuser. Ça, c'était en France en 85 et c'était un journaliste du Monde qui l'a dit. Une toute autre époque. Voilà, on se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle émission de Cette année-là.